Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Que des numéros 10 Agile. Je suis Christophe. Et aujourd'hui, j'accueille un product owner que j'adore, Benoît Maresque. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Avec plaisir, Christophe, et merci. Je suis product owner dans un groupe du CAC 40 depuis plus de 3 ans. Et je suis arrivé à l'agilité de manière complètement fortuite. C'était imprévu. J'ai un background technique, j'ai commencé d'abord plutôt sur l'ingénierie système. Et j'ai rejoint donc ce groupe dans la partie 100% IT pour fournir tous les services qu'il faut à toutes les filiales et à toutes les activités du groupe. Et à partir de ce background technique, j'ai souhaité m'approcher un peu plus du métier et du business. Et donc, j'ai rebondi et j'ai découvert d'autres secteurs, notamment tout le secteur de l'industrie et donc récemment la santé. Et au fil de ces mobilités, de ces changements de carrière, j'ai pu découvrir au début, toucher du doigt l'agilité dans certains projets. Et puis l'opportunité de devenir product owner d'un produit dans la santé m'a été offerte et je l'ai accueilli grandement. Ok. Benoît, est-ce que tu peux dire c'est quoi un product owner ? Donc un product owner, il est là pour faire le dialogue entre le métier, le business et l'équipe de réalisation qui va développer le produit pour fournir le maximum de valeur possible à ce produit et aux utilisateurs. D'accord. Et c'est quoi le quotidien d'un product owner ? Juste brièvement. En plus du quotidien, je reprends déjà la philosophie pour moi. C'est vraiment un état d'esprit. La phrase qui m'a le plus marqué, et je remercie, on va dire, mon mentor ou la personne qui m'a formé, il m'a dit, je pense le premier jour ou le deuxième jour, on a travaillé ensemble, l'agilité, c'est du bon sens. Et cette phrase a fait écho et je l'ai toujours en tête parce que je suis un peu quelqu'un de très terre à terre et assez binaire, c'est blanc ou noir. Ce qui fait que ça me va bien. C'est-à-dire qu'à un moment, l'agilité, c'est s'il faut aller dans cette direction, même si on n'est pas d'accord, il faut le faire. Ça reste du bon sens, c'est logique, c'est normal. Donc allons-y. Et donc au quotidien, c'est appliquer pour moi ce bon sens en dialoguant, en échangeant régulièrement avec les parties prenantes, avec les utilisateurs, avec l'équipe de réalisation et toute personne qui aurait un impact, une influence ou un lien avec le produit qu'on doit délivrer. Est-ce que tu peux rappeler c'est quoi une partie prenante ? Donc les parties prenantes sont les personnes qui, le plus souvent du métier ou du business, qui nous remontent et qui nous donnent les besoins des utilisateurs. Ça peut être les utilisateurs eux-mêmes ou des key users, mais avec qui on échange au quotidien pour faire évoluer et améliorer le produit. Ok. Tu transmets aussi en tant que product owner la vision pour les équipes produits, que ce soit aussi les développeurs. Et tu préfères travailler au quotidien avec les parties prenantes ou l'équipe produit et les développeurs ? Alors en tant que product owner, c'est ce rôle de médiateur qui me plaît et qui me plaît toujours. C'est justement travailler avec les deux. Avec mon background technique, j'adore discuter, échanger et challenger l'équipe de réalisation. Et avec le métier et le business, c'est la même chose, mais c'est là où il m'apporte le plus de nouveautés et de curiosité, puisque je découvre, de moins en moins bien entendu, mais je découvre le métier, les contraintes et tout ce qui se passe derrière.
Eh bien là, tu me tends la perche, Benoît. On va aller direct sur le thème du podcast. Pour toi, en tant que product owner, c'est quoi le plus gros obstacle que t'es affronté? C'est la politique en entreprise. Donc, je vais définir ce que c'est. C'est similaire à la politique qu'on connaît dans notre société, où il y a des courants de pensée et chacun cherche à garder ou obtenir le plus de pouvoir possible au sein de l'entreprise. Et donc, résultat, ces personnes-là cherchent à plaire ou à ne pas faire d'échecs, pas faire de vagues, voilà, pour aller le plus loin possible, avoir des promotions ou gérer leur carrière. Et le plus souvent, ces personnes-là, en plus, ne restent pas longtemps ou un temps court sur un même poste, ce qui fait que les conséquences ou les impacts de leurs décisions ou de leurs choix ne sont pas leur problème. Et cette politique fait qu'on arrive à des situations qui sont, je veux dire, délétères, voire contre-productifs pour le bien de l'entreprise. T'es au milieu de la mêlée, dans le sens où tu fais le pont entre la partie business et le métier, et d'un autre côté, l'équipe de réalisation, les développeurs. Comment tu fais pour traduire ce quotidien poétique? Je suis devenu schizophrène pour gérer cette politique. Côté métier et business, ma schizophrénie, elle va s'expliquer sur deux aspects. C'est que je ne souhaite pas répondre et rentrer dans la politique. Donc, je vais plutôt essayer d'argumenter et de répondre aux besoins tout en restant cohérent avec mes valeurs. Maintenant, l'autre partie, c'est que je joue aussi de cet effet de politique, notamment avec de la communication pour occuper le terrain et pour montrer que le produit, c'est le meilleur du monde, ce qui est pas loin de la vérité quand même. C'est pour ça qu'on fonctionne bien et que l'équipe est toujours là. L'un des exemples assez concrets, c'est qu'on n'a pas de turnover depuis presque 3 ans, contrairement à d'autres produits au sein de la société où il y a eu pas mal de turnover. Mais voilà, donc il y a vraiment cette dichotomie entre d'un côté ne pas vouloir être impliqué dans la politique et dans tous les enjeux et dans tout ce que ça veut dire, et de l'autre côté en l'exploiter et faire comme d'autres personnes au sein de la société, notamment au niveau de la communication et de la mise en valeur du produit. Et côté équipe de réalisation, équipe produit, ça se traduit aussi pareil par deux incohérences. La première, c'est que je ne veux pas, et je protège l'équipe pour qu'il n'ait aucune perturbation de ces aspects politiques qui sont des fois assez violents. On nous a plusieurs fois, et même récemment, dit, bon, pour ce projet-là, pour cette solution qui a été choisie, il faut absolument que vous arrêtiez tout pour développer uniquement là-dessus, quitte à oublier aussi la production actuelle. Et vous mettez toutes les personnes, tous les développeurs dessus. Donc je protège l'équipe de ce côté-là pour ne pas les perturber parce que ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, en plus, je dis non à côté métier. Et de l'autre côté, j'exploite aussi ce côté politique pour demander à l'équipe pour les motiver, pour leur demander de plus délivrer, de sortir un peu de leur zone de confort dans le sens où ils se sentent bien, ils ont un métier qui est plutôt passionnant et tranquille, et donc de temps en temps j'ai besoin de leur faire part de ce côté de ces problèmes politiques pour qu'on puisse délivrer plus et m'accompagner et m'aider quand il y en a besoin. Tout ça, ça fonctionne bien, je trouve, ce côté schizophrène, côté équipe, parce que ça leur amène une certaine sécurité psychologique. En plus, qui plus est, y a pas de problème, ils ont le droit à l'erreur. Et tout ça fait que il y a une entraide naturelle qui s'est créée au sein de l'équipe, malgré le contexte politique, dont ils n'ont pas tous les tenants et les aboutissants ou tous les échos, parce que ils sont assez protégés. Ok. Une des valeurs de l'agilité, c'est la transparence. Ça a ses limites. Et je vois ce que tu dis. Moi, je l'accompagne l'équipe de produits au quotidien aussi. Il y a des choses que je raconte. Par exemple, les contraintes d'un product owner ou mes contraintes à moi, je les explique. Toutes les décisions un peu poétiques où on n'a pas la main, j'évite d'en parler en fait. J'évite d'en parler parce que j'ai toujours l'habitude de dire on met les efforts là où on a la main. On continue la collaboration avec le métier pour bâtir le meilleur produit pour l'utilisateur final. Et on lâche du lest sur les décisions politiques où on n'a pas la main, en fait. Et comment tu traduis ça dans ton quotidien à toi? C'est un peu la même manière de faire. J'essaye de voir quelles sont les contraintes ou les implications de ces décisions politiques sur lesquelles je n'ai pas obligatoirement de choix par rapport à l'équipe. Et quand je vois qu'il y a un impact ou une conséquence qui va être visible ou importante,
À ce moment-là, déjà, je vais faire remonter les points d'attention. Qui plus est, je vais faire blocage. Je n'hésiterai pas non plus à me mettre en porte-à-faux ou voire même à ce que je devienne responsable d'une problématique politique pour protéger l'équipe. Et de l'autre côté, si ça n'a pas d'intérêt pour l'équipe et pour la réalisation de l'équipe, je ne vais pas leur en parler ou les montrer. Donc c'est un peu en opposition avec la transparence que je prône énormément dans l'agilité. C'est un des points de l'agilité que j'adore aussi, qui va très bien avec le bon sens. Mais à un moment, c'est contre-productif et ça n'a aucun intérêt pour certaines personnes d'être au courant des sujets qui peuvent potentiellement les stresser parce qu'ils sont pas aptes à ce moment-là à entendre ce message. Après, on va se dire les choses, Benoît. La politique, il n'y a pas que des côtés négatifs. Dans le sens où moi, j'ai été développeur pendant 15 ans, avant de passer Scrum Master et justement coach de l'équipe produit. J'étais comme toi avant, tout ce qui était politique, ça me donnait des boutons, j'avais pas la main dessus, j'étais frustré et je voulais pas mettre les mains dans le cambouis dans ces sujets-là. Maintenant que j'ai pris un peu la casquette de leader en tant que Scrum Master de l'équipe, eh bien la politique, justement, ça m'a aidé à progresser dans la communication. Dans le sens où les gens se lèvent pas le matin en se disant « Ok, on va faire ça, ça va mettre les gens en difficulté, mais j'ai pas le choix en fait. » Les personnes, ils tombent dans la politique, c'est parce qu'ils ont pas le choix, ils ont leurs contraintes. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris justement à connaître le langage de ces gens-là. Comment ils parlent, à les questionner quelles sont leurs contraintes. Comment tu fais, toi, justement, avec ces personnes-là qui sont en fait dans la contrainte? Comment tu fais pour dialoguer avec ces personnes-là, en fait? Je vais au maximum essayer d'aller les voir et discuter, créer un lien qui des fois soit n'existe pas, soit a mal commencé. Ça peut arriver. J'ai déjà eu l'exemple avec un responsable d'une autre équipe pour un projet sur lequel on devait travailler ensemble. Ça a été assez conflictuel, naturellement. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas d'explication. Voilà, d'un point de vue caractère, on s'est pas entendu. Et malgré ça, j'ai tendu la main pour que en one-to-one, on discute plus ouvertement et puis même de n'importe quoi. Et ça a permis de créer un lien. Voilà, ça veut pas dire qu'on a réussi. On n'est pas les meilleurs amis, professionnellement parlant, c'est pas non plus la meilleure entente du monde. Mais voilà, j'ai pu comprendre ou avoir des informations sur ses contraintes, sur ses problématiques. J'ai pu expliquer les miennes aussi. On a pu discuter des désaccords. Et tout ça a permis de diminuer, voire même quasiment supprimer cette animosité ambiante qui pouvait régner à chaque fois qu'on se croisait. C'est bien ce que tu as fait. Hein. Tu as fait ce qu'on appelle un feedback, en fait. Tu as fait un feedback, tu as pris la personne à part, sans avoir l'effet de groupe ou la pression des grosses réunions, ou des grandes messes. Donc tu l'as pris à part et justement tu lui as fait part un peu de ta vulnérabilité et aussi tu as fait aussi part de tes contraintes. Et tu as écouté aussi ses contraintes. Et ça peut ne pas marcher. Hein. Toi, tu as eu de la chance, ça a marché. Moi, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. Mon taux de réussite n'est pas à 100%. Et c'est OK. Hein. Un feedback, c'est OK pour le recevoir, mais c'est OK pour le refuser. Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Donc, OK, t'as pris la personne en one-to-one et t'as fait un feedback. Est-ce que t'as d'autres idées C'est la communication, tout simplement. Donc mettre en avant le produit, le vendre. Donc on est vraiment sur ce côté schizophrène où il faut profiter de la politique pour occuper le terrain, limite aller au JT, hein, si on reprend le parallèle, pour pouvoir gagner quelques voix. C'est exactement ça. Et donc on l'a fait avec l'équipe, avec le Scrum Master. On a fait plein de manières différentes. Il y en a une où on a postulé un concours interne de projets et de réussite de projets pour ce produit. Et on a été un des lauréats groupe, donc de notre catégorie, ce qui était sur la transformation et la digitalisation. Donc c'est une grande reconnaissance, toute l'équipe en était fière. Ça nous a permis entre autres de pérenniser l'équipe au moment où il y avait des questionnements sur le fait de la garder. Il y a d'autres biais aussi de communication, c'est-à-dire que dès qu'on fait une nouvelle release ou une nouvelle fonctionnalité, je remercie la personne de la qualité de l'équipe pour faire des vidéos rapides, simples, efficaces sur quelle est la nouveauté, qu'est-ce qui sort, comment ça fonctionne. Et ensuite, il y a la communication avec nos parties prenantes et pour d'autres parties prenantes sur notre modèle de communication. On essaye d'être le plus fun possible. Donc, on a une thématique à chaque fois différente.
On met un peu de couleur, on va dire des images ou des jeux de mots, ce qui fait que à chaque fois on a des retours positifs principalement sur ça m'a bien fait rire votre nom de mail. Donc j'ai lu votre communication. En plus c'est chouette comme fonctionnalité ce que vous venez de sortir. J'étais pas au courant. Hâte de voir ça et l'utilisation que ce sera faite par les utilisateurs. Donc tout tourne autour de la communication. Ce qui fait que ça marche bien pour nous, c'est qu'en plus on est vraiment sur un produit qui est déjà en production. Contrairement à d'autres communications en politique, où on vend quelque chose qui n'existe pas. Et tout ça, ça amène au fait que on a les budgets qu'il faut pour continuer à travailler. Ouais, là tu me fais penser à une chose qui... Je vais encore ressortir la soupe, hein. Une des valeurs de l'agilité, c'est la collaboration. Et justement, quand mon équipe est en difficulté face à la politique ou d'autres choix qui font obstacle à l'équipe, en fait, j'hésite pas à demander de l'aide. Et je demande de l'aide justement aux parties prenantes, justement au business. Parce qu'au final, ben non, on va se le dire, c'est eux qui payent. C'est eux qui payent. Et donc leur voix apporte. Donc si on arrive à justement, comment tu fais pour justement créer du lien avec le business et aussi faire peut-être comme je fais, leur demander de l'aide quand on a besoin sur la communication ou sur d'autres choses. C'est assez simple, je vais être honnête. De mon côté, c'est assez simple. L'environnement est plutôt positif, tout simplement parce qu'on a créé une relation de confiance. Alors c'est un mélange de tout ce qui a été fait, de la manière de travailler, peut-être, de ma manière de travailler. On a créé une relation de confiance, donc autant avec les parties prenantes qu'avec l'équipe de réalisation. Donc tout ce produit et toutes les personnes qui gravitent directement autour du produit sont disponibles pour de l'entraide. Donc plusieurs fois, je demande de l'aide et le support des personnes du métier de nos parties prenantes. Et sans problème, et puis de manière spontanée, ils vont soit dire oui, soit voire même proposer de nous aider quand on leur explique les problématiques qu'on peut avoir, notamment avec certains aspects de la politique. Et oui, c'est eux qui payent directement ou indirectement, mais ils ont un poids et une influence beaucoup plus forte sur certaines personnes que je n'en aurais jamais. Ouais. En fait, avoir du feedback de l'équipe avec ceux que tu travailles, c'est important. Il y a avoir aussi du feedback des parties prenantes, c'est important aussi, hein. C'est important justement pour créer la relation de confiance, comme tu l'as créé. Et c'est aussi, en fait, on est dans le bateau. On est dans le bateau. Nous, on a des contraintes. Aidez-nous. Et donc, comment tu fais pour les convaincre Tu donnes de ta personne, tu les invites au restaurant. Comment ça se passe? Il y a plein de manières différentes. La première, c'est qu'on a appliqué le principe de la rétrospective de l'équipe. On l'a appliqué avec nos parties prenantes. Pas à la même fréquence, hein, bien entendu, parce que elles ont aussi d'autres choses à faire. Elles ont d'autres produits avec lesquels elles doivent travailler potentiellement, ou elles ont d'autres responsabilités. Ça dépend de chacune de nos parties prenantes. Mais c'est le premier biais. Le deuxième, et c'est l'aspect sur lequel j'ai un peu de mal en ce moment à le faire suffisamment, mais qui pour moi est l'un des plus importants du product owner, c'est d'aller discuter, échanger tout le temps. Tout le temps. C'est vraiment de la communication, mais efficace, hein. Ça peut être autour d'un café, autour d'une boisson à l'extérieur, d'un repas le midi, enfin, quelle que soit la manière de le faire, ça va dépendre de la personne, mais c'est d'aller communiquer. Et puis de glaner des informations, d'en donner, d'échanger sur n'importe quoi, personnel ou pas, professionnel, enfin voilà, créer un lien le plus fort possible pour que naturellement cette relation de confiance et tout ce qui en découle se fasse. C'est bien ce que tu dis là. Parce que déjà, appliquer la rétrospective d'équipe. La rétrospective, je rappelle, c'est quoi, hein? C'est un moment d'équipe où on se dit les choses, sur les choses qui ont marché, par exemple, les 2 dernières semaines, et aussi les choses qui n'ont pas marché. Et du coup, on utilise l'intelligence collective pour justement trouver des améliorations applicables tout de suite. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait avec l'équipe toutes les 2 semaines. Et le fait d'appliquer justement ce principe de rétrospective avec les parties prenantes, ça peut être une fois par trimestre, hein, c'est ok. Ça leur montre aussi notre façon de travailler. Donc on met en application notre façon de travailler avec eux, avec elles, et ils voient un peu l'envers du décor et ils adhèrent. Donc ok, c'est un super move, la rétrospective appliquée par parties prenantes. Ensuite, aller voir les gens off, bien sûr, c'est ça qui va changer la donne pour créer de la proximité. J'en parlais justement avec Christophe Garçonnet dans l'ancien podcast. La question la plus puissante et la plus simple, c'est comment ça va?
Et donc tu prends les gens off ou à un café comme tu fais, tu leur demandes comment ça va. Les gens ils vont se mettre en confiance et au fur et à mesure que tu as créé l'habitude justement d'échanger avec ces personnes-là, elles vont te dire la vérité à un moment donné. Ils vont te dire la vérité, ils vont être vulnérables. Et du coup, ça va créer du lien et ça va t'aider. Ok. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de parler ou que tu veux mettre en avant? Pour gérer tous les sujets chauds, etc., bien entendu, je le fais pas toujours tout seul. Je peux me reposer donc sur l'équipe quand j'en ai besoin, sur les parties prenantes, on l'a dit, et sur mon manager, qui est là à l'écoute, qui peut m'aider, m'accompagner, puisque potentiellement il a plus d'ancienneté et de connaissances là-dessus. Moi, c'est un sujet un peu nouveau, la politique et tous les impacts. J'ai pas voulu m'en rentrer dedans, et puis un jour, je me suis dit que de toute façon, il fallait bien essayer, et qu'il allait y avoir deux solutions. Soit j'allais être corrompu, soit j'allais en ressortir en disant que plus jamais. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore de quel côté je tends. Mais dans tous les cas, quand j'ai besoin d'aide, je peux me tourner vers mon manager, ou d'autres personnes aussi. Mais mon manager est d'une grande aide là-dessus, notamment pour peut-être un peu lisser mon discours, qui des fois, je suis un petit peu brut. Je reste quelqu'un de très terre à terre, qui est un peu étonnant puisque je suis quelqu'un d'introverti à la base. Et d'autres fois, c'est aussi pour tout simplement m'aider ou m'ouvrir ou me donner une autre possibilité ou un autre contact ou une autre personne à aller voir, m'orienter et me guider quand j'en ai besoin aussi pour résoudre d'autres problématiques qui peuvent survenir. Au final, Benoît, la politique, c'est ok si c'est pour atteindre des objectifs communs, sans écraser les autres. La politique pour moi est nécessaire et très bien à partir du moment où c'est pour le bien commun de l'entreprise. Et faut être réaliste. Majoritairement, c'est pour un bien personnel. Donc on se retrouve avec des décisions et des choix qui sont incohérentes sur du long terme, font plus de mal qu'autre chose à la société et à l'entreprise, parce que la personne ne voit qu'un intérêt immédiat. Est-ce que tu aimes bien Kylian Mbappé? Alors je suis pas très football, je suis moyennement sport, même tout court, à suivre, à regarder. Du coup là je peux pas répondre. Pourquoi je te parle de Kylian Mbappé C'est parce que j'avais parlé avec l'épisode avec Bérangère. Kylian Mbappé, à la finale de la Coupe du Monde, dans le vestiaire, il a armé la révolte. En fait, après un mi-temps, ils se sont fait défoncer par l'Argentine. Ils étaient nuls à chier. Et dans le vestiaire, je pense qu'il s'est énervé. Mais surtout, il a armé la révolte. Il a embarqué toute l'équipe derrière lui pour justement remonter au score et ne pas être résigné. Et je pense qu'il y a un peu de Kylian Mbappé en toi, en fait. Pour combattre la résignation. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Pas vraiment, mais je peux m'y retrouver. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que c'est quelque chose sur lequel je peux avoir une influence, la main ou un impact, et que ça me concerne et que ça me touche, j'irai quasiment jusqu'au bout, quitte à vraiment, je le redis, à me faire griller. Je n'hésiterai pas. C'est dommage, mais voilà, à un moment, je garde mes convictions et mes valeurs et j'irai jusqu'au bout pour ça. Tant pis pour ma carrière, s'il le faut, dans certains aspects. Mais voilà, si c'est vraiment contre mes valeurs ou contre mes convictions, je pourrais aller jusque-là. Et donc merci pour toutes les personnes qui m'aident et qui évitent que je me fasse griller non plus, à lisser un peu mon discours. Mais oui, il y a ce côté-là qui peut survenir. Maintenant, comme on l'a dit précédemment, quand je sens que je n'ai aucun moyen ou que ça n'a aucune pertinence d'y aller, je le ferai pas. Donc il y aura un peu de résignation dans certains cas. Ok Benoît, on va clôturer le podcast. J'ai toujours l'habitude de poser des questions un peu plus perso. On va aller direct dans le vif du sujet. Benoît, si une journée faisait plus de 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Et je verrai beaucoup plus mes amis et je ferai de la musique avec eux. Le problème, c'est que c'est-à-dire que eux aussi, il faudrait qu'ils aient plus de 24 heures. Et quel genre de musique vous jouez avec tes amis? Ah, moi, je suis un métalleux dans l'âme. J'ai besoin d'avoir beaucoup de sons graves. Mais voilà, donc on est plutôt dans le métal. On a besoin que ça sonne, que ça soit un peu fort, beaucoup de basse et pas obligatoirement comprendre les paroles. Et du coup, ça m'amène à la question, comment tu déconnectes? Si t'as des journées un peu houleuses. Le premier, c'est ma famille, tout simplement. Quand j'arrive et que je suis avec ma famille, je déconnecte. J'ai pas trop de problèmes de ce côté-là. J'arrive majoritairement à faire la part des choses. Donc quand je quitte le boulot, j'ai à peu près lâché le boulot.
Le deuxième, c'est que de temps en temps, justement avec mes amis, on se fait des moments entre nous. Donc ça peut être 1 ou 2 week-ends par an, et puis une journée régulièrement, au moins une fois par mois. On est entre nous et puis on peut discuter tranquillement. Et tes amis, hein, qu'est-ce qu'ils disent de ta plus grande de tes qualités? La plus grande, je suis un GPS vivant. Je les ai raccompagnés, je les ai déjà ramenés en fin de soirée ou même autour de chez eux. Ils sont même pas capables de trouver le supermarché, mais moi je suis capable de leur dire où il est. Tout ça sans GPS. C'est une force, je sais pas comment faire. J'ai une très très bonne mémoire de ce côté-là. Mais donc ils me considèrent comme un GPS vivant. Et qu'est-ce qu'ils disent tes amis sur ton plus gros défaut? Que je ne réponds jamais dans les communications. Je peux leur mettre 5 jours à répondre alors que j'ai lu le message. Parce que je passe souvent à d'autres choses et j'oublie de répondre. Si tu voulais rencontrer une personne que tu admires, ce serait qui? Question compliquée, j'admire personne en particulier. Je préfère les gens qui ont fait des choses normales, ou plus standards que des grosses réussites. Je vais plutôt admirer, tout simplement ma femme, parce qu'elle est infirmière et elle se dévoue entièrement aux patients. Donc je dirais que c'est ces métiers-là, ces métiers passion, qui sont nécessaires. Donc ça peut être l'éducation, ça peut être la santé. Il y en a sûrement d'autres que j'en oublie, je m'en excuse, mais voilà, ces personnes-là, au quotidien, qui se dévouent et qui sont pas obligatoirement du tout reconnues à leur juste valeur et au travail qu'ils fournissent. Et là, à l'instant, là, tu voudrais remercier qui en dehors de ta femme? Si tu veux dire merci à quelqu'un, ce serait à qui? Et à l'équipe du produit et au sens large, les parties prenantes, l'équipe de réalisation, manager et voilà, parce que c'est ce qui me permet tous les matins de vouloir aller travailler, de passer de bons moments malgré des contextes difficiles des fois, mais voilà, de toujours avoir quasiment le sourire et même dans les journées où c'est la bérésina, c'est n'importe quoi, de pouvoir rigoler quand même. T'as une anecdote à nous dire sur ça, là? Un moment pourri qui, au final, ça te fait rire des jours après? Bon, il y en a plusieurs, mais voilà, quand on se retrouve une journée, tout le monde arrive au travail une journée et rien ne fonctionne, mais rien du tout. Pas de réseau, les outils sur lesquels on travaille tous les jours ne sont pas disponibles ou ne fonctionnent pas, voire limite. On a perdu le travail qu'on a fait, ou d'autres outils pour l'équipe de dev qui ne fonctionnent pas. Malgré ça, on essaye de trouver des solutions, on essaye d'avancer, on s'entraide. On en plaisante, alors peut-être pas sur le moment, mais juste après, et on passe de bons moments. T'as une idée de blague qu'on t'a faite dans l'équipe? Oh, il y en a trop, mais et je suis très mauvais pour retenir les blagues. Mais ça vole pas haut. Comme un pigeon, si voilà. Au sein de l'équipe, il y a la blague du burger. Lors d'une rétrospective, on avait fait un icebreaker, donc un moyen de s'amuser et de lancer la réunion dans de bonnes conditions, où il fallait créer un slogan d'équipe. Et ça faisait plusieurs fois où l'équipe avait été allée manger un burger, a priori le meilleur burger de Paris. Je ne sais pas où c'est, moi je n'ai pas pu y aller parce qu'à chaque fois je n'étais pas disponible ces jours-là. Et donc le slogan a tout doucement tourné sur le fait que le meilleur burger, le Graal burger, sera mangé sans moi. Donc le slogan de l'équipe tourne autour de ça. Et donc depuis 3 ans là, t'as toujours pas mangé de burger avec eux? Toujours pas. Et ce sujet revient souvent. Donc j'essaye de trouver moi d'autres choses de ce style-là avec quasiment chacune des personnes. Et puis j'essaye de faire des blagues de ce niveau-là. C'est quand ton anniversaire? Oh, c'est dans longtemps maintenant. Il est passé il y a pas longtemps. Ça marche, Benoît. Je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut discuter avec toi? Déjà au Hellfest, même s'il est passé. Donc on peut peut-être se retrouver à l'édition 2024. Mais sinon, tout simplement sur LinkedIn, même si je suis pas quelqu'un qui poste beaucoup, je suis plutôt. Peut-être que je vais essayer de changer un petit peu ça. Mais voilà, LinkedIn, tout simplement. Ça marche, Benoît. Je te remercie et à bientôt. Merci à toi, Christophe, et à bientôt. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aiderait énormément pour la diffusion du podcast. Je vous remercie pour votre temps et à bientôt.